Et Georges Lédric m'a rejoint sur ce plateau pour parler économie. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. Et vous nous parlez ce matin de ce conseil d'administration de Renault. L'État français et Carlos Ghosn devraient enterrer la hache de guerre, normalement. Oui, il s'agit bien d'une guerre que se livrent depuis plusieurs mois Carlos Ghosn et l'État français par l'intermédiaire du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Une guerre pour le contrôle du groupe automobile français. Pour la comprendre, il faut revenir en avril dernier. À ce moment-là, l'État français augmente sa participation dans Renault et passe à 19% en toute discrétion. Il impose ensuite une réforme des droits de vote double qui lui permettent d'être quasiment le seul maître à bord, d'imposer, s'il le souhaite, les grandes décisions stratégiques, en particulier pour des acquisitions, des cessions et même, pourquoi pas, s'opposer à des délocalisations. Pour le PDG Carlos Ghosn, en revanche, c'est une intrusion impardonnable. Et lui qui règne en maître sur l'entreprise depuis de nombreuses années estime que cette décision est dangereuse et pourrait remettre en cause l'équilibre de l'alliance qui a été scellée avec Nissan en 1999. Une alliance cruciale pour la réussite de Renault qui lui rapporte d'énormes bénéfices et surtout, c'est l'une des rares alliances qui fonctionne très bien dans le secteur automobile. L'inquiétude de Carlos Ghosn semble justifiée parce qu'au Japon, ces manœuvres françaises sont très mal perçues. Les Japonais se sentent trahis et surtout, ils ont peur que l'État français ne vienne par ricochet leur imposer des décisions. Pourquoi ? Parce que Renault est actionnaire au titre de l'Alliance à hauteur de 40% dans Nissan. On le voit si on regarde l'actionnariat, tout d'abord l'État français, vous voyez 19,7% au sein de Renault, alors que Nissan n'est actionnaire qu'à 15% dans Renault sans droit de vote. Il y a donc un certain déséquilibre, un déséquilibre historique, puisqu'à l'époque, c'est Renault qui était venu à la rescousse de Nissan qui était en quasi-faillite. Mais aujourd'hui, eh bien, les choses ont changé. Nissan est presque 2 fois plus gros que Renault. Si on regarde les chiffres, notamment le chiffre d'affaires et les bénéfices, on le voit, le rapport, il est quasiment de 1 à 2, vous l'aurez compris. Les Japonais et Carlos Ghosn demandent des garanties. Ils souhaitent que l'État français intervienne un minimum. En tout cas, on suivra ce conseil d'administration avec attention. A priori, l'État français devrait s'engager à n'intervenir qu'en cas d'extrême nécessité. Et on reste dans le secteur automobile. Hier, le nouveau patron de Volkswagen a pris la parole pour la première fois depuis le scandale. Et pour la première fois, Matthias Müller est revenu sur les raisons profondes qui ont conduit Volkswagen à la tricherie. Il évoque des objectifs très ambitieux, trop ambitieux peut-être dans le diesel, et une cascade d'erreurs et de mauvaises décisions. Les explications d'Inès Elogaray. Ils ont promis de lutter pour chaque client, chaque voiture. Face à la presse, les dirigeants de Volkswagen tentent de faire bonne figure et surtout de faire amende honorable. Identifier les erreurs et enquêter de manière responsable, ce n'est qu'une part du travail. L'autre part, en pensant à l'avenir, et c'est le plus important, il faut tirer les leçons des erreurs du passé. Et pour expliquer le scandale qui colle à la peau de l'entreprise depuis septembre, il faut remonter à 2005. Cette année-là, Volkswagen lance une vaste offensive dans le secteur du diesel aux États-Unis. Très vite, les chiffres ne collent pas. Les impératifs de coût et de performance d'un nouveau moteur diesel sont incompatibles avec les plafonds d'émissions de CO2 dans le pays. C'est à ce moment-là que naît le fameux logiciel de trucage. Puis, explique Volkswagen, c'est là qu'un enchaînement d'erreurs se met en place. Des erreurs et manquements individuels de certains salariés, des faiblesses dans certains processus et une attitude de la part de certains qui consistait à tolérer les infractions à la loi. En tout, 11 millions de moteurs sont concernés. Le nouveau patron du groupe, Matthias Müller, promet de réorganiser le groupe en profondeur. Aussi sérieuse que soit la situation, cette entreprise ne va pas sombrer. Nous avons une mission claire. Nous allons créer un groupe nouveau, meilleur et plus fort. Le discours de Volkswagen, qui se voulait rassurant, n'a en tout cas pas conquis les investisseurs. L'action a perdu 1,52% à la bourse de Francfort à la mi-journée. Et du côté des marchés financiers, quelle est la tendance ? Ce matin, quasiment toutes les bourses asiatiques sont dans le rouge, sauf au Japon, où la bourse japonaise rebondit après 3 séances de baisse relativement importantes. Vous voyez, le rebond, il est là aussi important, plus 0,97%. Les bourses européennes qui sont attendues en légère baisse. Le baril de pétrole, lui, qui continue de dégringoler, il est passé sous la barre des $36 le baril.
Et dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Burger King autorisé à racheter Quick à une seule condition. Effectivement, il doit céder son restaurant d'Ajaccio, seule ville où la domination serait trop importante pour la nouvelle entité. L'enseigne américaine va donc mettre la main sur les 155 restaurants Quick. Ces derniers changeront de nom. La marque Quick sera en revanche maintenue dans son pays d'origine, la Belgique. Et puis au Royaume-Uni, la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage à l'aéroport d'Heathrow suscite la polémique. Le gouvernement se donne encore du temps pour trancher. D'autres options sont sur la table, comme privilégier le petit aéroport de Gatwick. Les milieux d'affaires déplorent ce retard, les associations de riverains s'en félicitent. Et puis aux États-Unis, Twitter a dévoilé sa nouvelle stratégie publicitaire. Les tweets sponsorisés apparaîtront désormais pour tous les utilisateurs et pas seulement les membres. Une première décision du nouveau PDG qui a fait bondir l'action, plus 6,7% hier à Wall Street. Et on termine avec une vente aux enchères entièrement dédiée à l'univers Star Wars. Elle est organisée par Sotheby's, qui compte bien capitaliser sur la sortie du prochain film Star Wars. Ce sera mercredi prochain, à commencer par la France, une première mondiale. Et pour les néophytes, les prix des objets qui sont mis en vente semblent tout à fait délirants. Quelques exemples, cette figurine de Luke Skywalker originale de 1978, elle est estimée entre 12 et 18 000 $ pour cette petite figurine. Une autre, si vous êtes un peu plus pointu, que vous les avez déjà, vous pouvez vous offrir celle d'un autre personnage, celui-ci, le général Madine. Alors ne me demandez pas exactement qui c'est un personnage assez secondaire. Celle-ci vaudrait dans les 15 000 $. Et puis si vous avez toutes les figurines et vous souhaitez les mettre en valeur, vous pouvez vous offrir le présentoir original qui était dans les magasins. Et celui-ci, il vaut 9 000 $ avis aux amateurs. Ah oui, quand même. J'aurais peut-être dû garder des petites choses de Star Wars. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Georges.